Quand on parle de crime, on pense tout de suite au coupable, à l'acte lui-même. C'est presque un réflexe. Mais pendant des siècles, il y a une personne essentielle qu'on a complètement laissée dans l'ombre, la victime. Alors aujourd'hui, on va voir comment une question, mais vraiment toute simple, a provoqué une véritable révolution dans l'étude du crime et a donné naissance à un tout nouveau champ de bataille intellectuelle. Alors, tout part de là, la criminologie. C'est, on va dire, la discipline mère, le socle. Pendant des siècles, elle s'est concentrée sur le criminel, sur la société. On cherchait à comprendre le pourquoi du crime en regardant absolument partout, sauf, et c'est ça qui est fou, à un endroit qui semblait pourtant évident. Il y avait une pièce cruciale du puzzle qui était, eh bien, tout simplement ignorée. Et c'est là que cette question, si simple qu'elle en est presque déconcertante, a absolument tout changé. Pendant que tout le monde, mais vraiment tout le monde, avait les yeux rivés sur le coupable, des voix ont commencé à se faire entendre pour demander «Et la victime dans tout ça?» C'est ce simple questionnement qui a servi d'étincelle à une véritable révolution. Bon, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va identifier ce fameux point aveugle de la criminologie. Puis, on verra comment une nouvelle discipline est née pour essayer de le combler. Ensuite, on plongera au cœur du débat, un débat assez féroce qui l'a secoué. On regardera les conséquences bien concrètes de tout ça et on terminera en se demandant ce que l'avenir lui réserve. Première partie, donc, la pièce manquante. La criminologie a posé les bases, le cadre de l'étude du crime. Mais dans son analyse, elle s'est en quelque sorte créé un personnage principal. Et on a laissé un autre, tout aussi important, complètement hors champ. Et pour suivre cette histoire, on a un guide parfait, la revue scientifique Criminologie. C'est en analysant 50 ans de ses publications, de 1968 à 2018, qu'on peut vraiment voir cette lutte pour la reconnaissance de la victime se jouer sous nos yeux, article après article. On passe à la deuxième partie, la naissance d'un nouveau champ. Parce que, évidemment, ce vide ne pouvait pas durer éternellement. Une nouvelle discipline a donc fini par émerger. Et attention, pas juste comme une petite branche de la criminologie, non, mais comme une véritable contre-proposition, pour enfin donner une voix à ceux qu'on n'entendait jamais. Mais attention, ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. La victimologie, elle apparaît juste après la Seconde Guerre mondiale, mais regardez un peu sa progression dans le monde académique. 1968, une toute première mention dans la revue. Et puis, il faut attendre 12 ans pour qu'un numéro entier lui soit enfin consacré en 1980. C'était clairement un combat de longue haleine. Troisième partie, le grand débat de la victimologie. Et là, c'est fascinant. À peine née, la victimologie se retrouve déjà face à un dilemme existentiel. Une question qui va la déchirer de l'intérieur. Mais au fond, à quoi sert-elle au juste ? Et c'est là que la fracture apparaît. D'un côté, on a une vision, disons, purement criminologique. Pour eux, la victime, c'est un indice qui aide à mieux comprendre et surtout à prévenir le crime. C'est la vision avant le crime. Et de l'autre côté, on trouve une approche beaucoup plus humaniste. Là, le but, c'est d'aider la victime, de défendre ses droits, de l'accompagner dans sa reconstruction. C'est la vision après le crime. Alors, prévenir ou réparer ? Voilà, tout le débat est là. Et cette tension, elle est parfaitement résumée par cette citation qui date de l'an 2000. Le criminologue E.A. Fata met en garde contre ce qu'il appelle un glissement préoccupant. En gros, il a peur que la victimologie quitte le terrain de la science pure pour basculer dans le militantisme. Et pour la vieille garde de la criminologie, ça, c'était une perte de crédibilité tout simplement inacceptable. On en arrive à la quatrième partie, un portrait fragmenté. Parce que ce conflit, ce n'était pas juste une petite dispute entre universitaires, loin de là. Ça a eu des conséquences très directes sur ce qui a été étudié, et peut-être plus important encore, sur tout ce qu'on a choisi d'ignorer. Et les chiffres, basés sur 89 articles, parlent d'eux-mêmes. Si on regarde ce graphique, on voit qu'un tiers des études, la partie en violet, utilise la victime pour comprendre le crime. Ça, c'est l'approche criminologique classique. Le reste, ça se disperse entre le droit, la partie en bleu, et tout un tas de sujets spécifiques, en vert. Le résultat de tout ça, eh bien, il n'y a pas de vision d'ensemble. C'est un peu comme un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent pas. Et là, il faut souligner un point absolument essentiel. Ce sont souvent des mouvements sociaux, et en particulier les mouvements féministes, qui ont forcé la recherche à ouvrir les yeux sur des sujets qui étaient complètement tabous, comme les violences faites aux femmes. C'est simple. Sans eux, l'évolution de la victimologie n'aurait juste pas été la même. Et forcément, à cause de cette division, le tableau est loin d'être complet. On se retrouve avec plein de pièces manquantes, de grands oubliés de la recherche de l'époque, la cybercriminalité, le terrorisme, les crimes en col blanc. En fait, toutes ces nouvelles formes de victimisation qui explosaient dans la société, mais qui restaient, elles, dans l'angle mort de la science. Allez, dernière partie, l'avenir non écrit de la victimologie. Parce que malgré toutes ces divisions, tous ces oublis, la victimologie a quand même fini par trouver sa voie.
Elle a réussi à affirmer sa propre mission, une mission bien distincte de celle de sa discipline mère, la criminologie. Et là-dessus, la conclusion des chercheurs est très claire. Le débat est clos. La victimologie a gagné sa place. Ce n'est plus la petite sœur un peu encombrante de la criminologie, non. C'est bel et bien une science à part entière, avec ses propres questions et surtout sa propre utilité. Alors concrètement, pourquoi c'est si important? Tout simplement parce qu'en se concentrant sur l'après-crime, la victimologie nous force à nous regarder dans le miroir en tant que société. Est-ce que nos systèmes de justice aident vraiment les victimes à se reconstruire? Où va l'argent public qui est censé les aider? Est-ce qu'une personne qui subit un préjudice sait concrètement vers qui se tourner? Ce ne sont pas des questions théoriques, ce sont les fondations mêmes d'une société juste. On termine donc avec cette question fondamentale, celle qui a animé tout ce débat. Pour rendre la société plus juste, est-ce qu'il vaut mieux mettre toute notre énergie à comprendre les racines du mal pour l'empêcher de pousser? Ou bien est-ce qu'il faut se concentrer sur ceux qui ont déjà été blessés pour soigner leurs plaies? La réponse, évidemment, n'est sans doute pas dans un camp ou dans l'autre. Elle se trouve probablement dans un équilibre fragile qui reste peut-être encore aujourd'hui à trouver.